Donc nous avons aujourd'hui le plaisir d'entendre et de bientôt écouter Jean-Philippe Pierron qui a pour titre qu'est-ce que le Covid-19 fait à la philosophie du soin. Et donc je vais lui demander de se présenter en quelques mots et puis après nous allons passer à un échange de questions-réponses. Oui, ben merci Eric et bonjour à tous et toutes. Jean-Philippe Pierron, donc philosophe, j'enseigne à l'Université de Bourgogne et je suis donc directeur scientifique de la chaire Valeurs du soin. Et donc je travaille effectivement dans le cadre en fait de ce qu'on peut appeler une philosophie du soin qu'il faudra bientôt définir et qui n'est pas sans lien avec ce que de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique du Nord, on appelle la philosophie du care, même si les deux concepts sont pas tout à fait homogènes. Très bien, donc ça me permet de poser ma première question qui est en quoi la philosophie du soin ne se réduit pas seulement au traitement et procède de la logique de la santé durable et du bien-être. Oui, alors, merci de cette question massive, hein. En fait, ce qui est en jeu, enfin même la question telle qu'elle est posée l'indique. En fait, il y a en français une ambiguïté en fait que le mot santé recouvre, parce qu'en fait, autour de la question de la santé, on a une approche soit ultra médicale au sens biomédical du terme, ou une conception de la santé beaucoup plus élargie, celle qu'on trouve dans la définition de l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, qui associe presque la question de la santé à celle du bien-être, sinon du bonheur. Et finalement, les philosophies en fait du soin revisitent ces idées. Elles le font dans leur diversité de leur style, mais autour probablement d'un élément commun, c'est que les philosophies du soin, en fait, pourrait-on dire, démédicalisent l'idée du soin, en montrant en fait qu'il y a du soin avant le médical. C'est la distinction que font les Américains ou les Anglais entre le cure et le care, hein. Il n'y a bien sûr pas d'activité curative, il n'y a pas de cure sans care, donc il n'y a pas d'activité curative sans un soin en fait initial, qui est celui d'accepter de répondre à la demande de celui qui demande de l'aide pour le soin. Mais inversement, effectivement, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de care non plus sans cure. Autrement dit, il suffit pas de vouloir répondre à l'aide pour ne pas, enfin, pour être pertinent. Autrement dit, il y a la question d'une tension entre ces deux concepts. Mais donc ça, ce préalable, en fait, il permet de préciser la réponse à cette question. C'est que donc la philosophie du soin démédicalise comment dire, la question effectivement du soin, en montrant donc que le soin se trouve en amont de l'agir médical et qu'il y a du soin ailleurs. Il y a du soin éducatif, il y a du soin parental, il y a du soin social, il y a même du soin environnemental. Et on en reparlera de ce point de vue d'ailleurs. Autour de la Covid-19, les enjeux sont aussi de réarticuler la question du soin des humains avec un soin plus général porté aux non-humains, voire au milieu dans lequel nous vivons. Donc ce que fait la philosophie, enfin ce que fait cette pandémie à la philosophie du soin, c'est justement d'élargir, comment dire, la perspective des enjeux en prenant conscience de ce qui nous solidarise, nous les vivants humains, aux non-humains et au milieu, et d'en tirer les conséquences du point de vue de ce qu'on pourrait appeler, mais on va en reparler, ce qu'on pourrait appeler une anthropologie relationnelle. Mais je laisse l'expression en suspens pour le moment. D'accord, vous êtes un spécialiste de philosophie morale et donc la deuxième question intéresse la philosophie morale. En quoi cette philosophie du soin est une utopie que l'on peut dire importante dans toutes les réflexions éthiques en matière de prise en charge dans un contexte de Covid-19? Alors cette question, en fait, d'abord il faut pour lui donner toute son épaisseur et ne pas, comment dire, trop vite la rejeter. Ça suppose effectivement de se donner de l'utopie une définition en fait qui soit une définition opératoire. Autrement dit, penser comment dire, la philosophie comme une utopie et une utopie concrète, pourrait-on dire. C'est dire qu'effectivement la fonction de l'utopie, ça n'est pas de refuser le réel, ça n'est pas de dénier le réel en rêvant d'un autre monde que celui dans lequel nous sommes, mais de se dire qu'il peut y avoir d'autres manières de faire monde dans le monde dans lequel nous sommes. Et donc de ce point de vue, ce que fait la philosophie du soin, c'est effectivement de revisiter autrement notre manière que nous avons de penser l'agir soignant et l'agir médical en particulier,
Et notamment, je pense qu'un des enjeux autour des perspectives relationnelles, il y en a plusieurs, mais je voudrais en nommer quelques-uns. Le premier, c'est de revisiter une scission qui est étrange en fait dans l'histoire de la bioéthique. Hein. Dans bioéthique, il y a une éthique en fait du vivant au sens très large du terme, mais cette bioéthique, c'est essentiellement concentré sur une éthique médicale, en fait, comme si on pouvait penser le soin des humains de manière désolidarisée des autres. Autrement dit, là, on peut penser une bioéthique qui réarticule ici l'éthique médicale avec l'éthique animale et l'éthique environnementale. Donc redonner à la bioéthique une consistance et une épaisseur beaucoup plus large qu'est celle qu'on lui reconnaît en montrant il ne s'agit pas de confondre les problèmes, hein, que la médecine vétérinaire, c'est pas la médecine, comment dire, des humains, mais qu'il y a néanmoins en fait des, des points d'articulation, est-ce que le concept de One Health ou de santé globale aujourd'hui revisite. Ça, c'est un premier enjeu. Un second enjeu, en fait, il est effectivement d'observer que à trop vouloir tendre au risque de la dichotomie le curatif en fait du soin, autrement dit la médecine des soignants, eh bien on éclate, on sépare en fait des professions au risque de les dévitaliser. C'est que finalement réduire la médecine à une pure technique et inversement croire que le soin des soignants ne serait que du compassionnel. Autrement dit, ça force à réarticuler la compréhension aussi qu'on a de la division des tâches, et on peut utiliser cette expression en fait des métiers du soin. Ça, c'est un deuxième enjeu. Il y en aurait d'autres, mais c'est aussi peut-être un dernier enjeu parce qu'avec la Covid, on en voit les enjeux, enfin malheureusement de façon quotidienne. Hein, c'est que si on élargit le soin à la seule dimension effectivement de l'activité curative, eh bien, ça indique qu'il peut y avoir du soin même là où on n'en fait plus. Autrement dit, que le dernier soin, en l'occurrence le soin du corps, du corps mort, hein, le soin en fait du cadavre, hein, c'est encore un geste de soin. Et le geste de sépulture en est peut-être l'ultime expression. Bref, donc à repenser, le soin à partir de cette utopie concrète, on est obligé de repenser des relations là où, pour des raisons d'efficacité et d'organisation comptable et gestionnaire, on a créé des séparations, des frontières et presque parfois des silos. Alors c'est la question de la spécialisation, de la surspécialisation et des ruptures temporaires et temporelles qui existent parfois dans les parcours de santé. Et aujourd'hui, en quoi cette philosophie du soin ne peut ne pas être considérée comme une philosophie du tri, mais une philosophie de soins possibles, quelles que soient les pathologies et les conditions sociales des personnes. Est-ce que l'on doit penser la prise en charge que sous couvert de la réanimation, du respirateur, ou est-ce que l'on peut réfléchir d'une manière plus complexe, plus intégrée, et donc moins cloisonnée? Merci là aussi de ces mots utilisés hein, de façon plus complexe, sont plus intégrés, de façon moins cloisonnée. Hein, je reprends ces trois termes parce qu'ils sont décisifs. Tout système le soin est une affaire éminemment relationnelle. C'est toujours une histoire de personne en face d'une autre personne, mais en même temps, cette dimension relationnelle ne peut pas se passer de sa dimension organisationnelle. Autrement dit, il y a une dimension, collective, voire politique de la question de la santé. Hein. Paul Ricoeur disait souvent que la souffrance est privée, mais que la santé est publique. Et donc, finalement, la question du soin, elle se situe dans cet entre-deux. Hein. C'est-à-dire que, à la fois de la souffrance et donc de la maladie qu'il s'agit d'accompagner dans sa singularité, en n'ignorant pas les conditions économiques, organisationnelles, gestionnaires et politiques de sa mise en œuvre. Et donc, effectivement, on a besoin, de segmenter, on a besoin de séparer en vue d'une certaine efficace. Simplement, il ne s'agit pas de perdre de vue que la séparation, elle est au service d'une fin plus grande qu'elle. C'est-à-dire en fait que la séparation n'est pas une fin en soi, elle est un moyen au service d'une fin qui est effectivement d'un soin qui soit juste, fraternel et équitable. Et donc de ce point de vue, je crois qu'un des enjeux, c'est effectivement d'installer un élément de vigilance dans la pratique du soin
qui réinstallent en permanence les questions d'urgence avec leur finalité courte, apporter une réponse immédiate tout de suite pour celui-ci ou celle-là qui est en détresse, par exemple respiratoire dans le cas qui nous concerne, mais réinstaller donc cette finalité courte dans une réflexion plus générale qui relève de ce qu'on pourrait appeler une finalité longue. C'est qu'en fait, quelle conception politique et éthique a-t-on au fond de la santé publique et comment on la pense effectivement celle-ci en termes de justice et de fraternité, je reprends ces termes. Autrement dit, la question du triage, comment dire, serait affolante si elle était en soi une fin. Elle est en fait à impenser dans sa finalité courte, dans une réflexion beaucoup plus générale de finalité longue sur quel type effectivement de solidarité et de justice dans l'accès à ces biens rares que sont les biens de soins dans nos sociétés. Autrement dit, le soin, comment dire, de ce point de vue-là, où la philosophie du soin, c'est de l'éthique, mais c'est aussi, comment dire, du droit et de la politique. Hein. Ou pour le dire d'une autre façon, c'est montrer qu'il y a des questions éthiques là où on pense qu'elles ne sont pas. En l'occurrence, par exemple, dans les logiques organisationnelles, dans les structures et les arborescences qui aident à construire la décision lorsqu'il faut sélectionner entre les patients. Bref, que les questions éthiques, elles sont aussi là, elles ne sont pas simplement au chevet du malade, même si elles y sont aussi et elles y sont de façon importante. Et pour revenir sur cette idée du tri, qui est une médecine d'exception, qui est une médecine militaire, qui est une médecine de catastrophe, est-ce qu'on est dans cette situation de médecine de catastrophe, de médecine des conflits armés, ou est-ce que l'on peut notamment penser les non-admissions sans considérer une logique de tri, en pensant pourquoi pas des soins qui seraient différents, quand bien même on ne puisse pas avoir accès seulement aux respirateurs. C'est-à-dire, bref, est-ce qu'il y a un abandon qui est celui de la médecine du tri en urgence et dans la médecine de catastrophe et des conflits armés? Est-ce qu'on est dans ces situations-là, ou est-ce que l'on doit affirmer, et peut-être que je commence déjà à subodorer votre réponse, est-ce qu'on peut affirmer que le soin se continue quand bien même on n'est pas accès à une technique? Oui, alors c'est qu'en fait comment dire, le soin, en fait, on l'a dit en commençant tout à l'heure, c'est à la fois quelque chose qui s'engage en amont, en fait, du curatif et en aval. Enfin, autrement dit, enfin, et pendant, d'une certaine façon. C'est-à-dire que pourquoi on répond à l'aide, c'est la question de l'amont. Comment on maintient la finalité longue pendant qu'on est en train de soigner, c'est la question du pendant. Et puis, l'aval, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui reste du soin au-delà ou après, comment dire, ou hors, en fait, de l'accès au médical ou au curatif. Et donc, c'est là qu'effectivement la question d'une approche complexe s'impose. Euh, en fait, cette question de la médecine du tri, en fait, elle relève d'une épistémologie très particulière, celle effectivement que vous avez rappelée, qui est celle en fait de la médecine de guerre et de l'accès à des biens rares, hein, hein, que peut faire quand on ne peut pas sauver tout le monde, hein, et de ce point de vue, je pense en l'occurrence à un petit texte de Frédéric Leichterflack, qui est une professeure de littérature comparée, qui avait beaucoup travaillé sur les effets, comment dire, notamment des catastrophes climatiques au sud en Floride et aux États-Unis, mais qui en fait qui disait que, et donc notamment, qu'est-ce qui se passait lorsqu'on pouvait plus avoir accès aux hôpitaux en raison en fait de des catastrophes liées aux cyclones. Et en fait, elle en appelait beaucoup en fait de ses voeux au rôle de l'imagination comme exploration en fait d'autres possibles. Je pense qu'en fait cette question du rôle de l'imagination dans l'éthique, ça retrouve la question de l'utopie de tout à l'heure. Eh bien, elle est intéressante en montrant en fait comment intégrer la réflexion, enfin le rôle d'exploration d'autres possibles par l'imagination dans la délibération éthique peut trouver des solutions auxquelles on n'avait pas pensé et que la médecine du tri, à l'intérieur de son épistémologie, de sa logique d'arborescence, qui elle n'est pas faite pour être imaginative, hein, elle est faite pour apporter la réponse dans le plus rapidement possible avec le plus de pertinence, mais qui parfois effectivement bute lorsque les moyens manquent, avec ce qu'il y a de tragique. Et donc, ce que je trouve intéressant, si je puis dire, enfin, de ce que ça d'effroyable quand même, dans la répétition de la pandémie que nous sommes en train de vivre, c'est que entre cette deuxième vague
Et la première, si on admet ces métaphores de vagues, qui sont aussi, elles, aussi à discuter, c'est que lors de la première pandémie, en fait, précisément, nous avons été tétanisés dans notre capacité, en fait, d'imaginer, en étant totalement écrasés par des approches biopolitiques qui réduisaient les enjeux uniquement à des enjeux de survivance, qui étaient en fait des enjeux de moindre existence au nom d'une conception de pauvre de ce que c'est que vivre, au nom de ce que c'est que la vie nue, pour parler comme certains philosophes, je pense à un Agamben en particulier, et c'était assez étonnant, voire enfin, à la fois ahurissant et magnifique, que ce soit les personnes âgées dans les EHPAD qui nous rappellent ce que signifie vivre pour les humains, c'est-à-dire pas simplement être en vie, mais aussi être en relation. Et donc, avec cette deuxième vague dans laquelle nous sommes, eh bien, je trouve qu'il y a de l'inventivité qui revient, la conscience en tous les cas, que le pouvoir politique et le pouvoir organisationnel uniquement soumis aux analyses des épidémiologues ou des virologues, eh bien, ne font qu'embrasser une minuscule partie en fait des enjeux, délaissant tout ce qui fait que le soin est effectivement un soin relationnel et un soin pour des existants et pas simplement en fait pour des vivants. Donc l'enjeu, c'est et donc de ce point de vue-là, on voit qu'il y a de la créativité pratique, hein, que les acteurs, alors, bon, quand il y a de la pénurie, on fait comment dire avec les moyens du bord, mais la question des moyens du bord réinstalle précisément l'importance du bricolage, donc de la créativité des acteurs, des puissances d'innovation dans un système, celui du triage avec les logiques opérationnelles qui s'en suivent, qui en fait, de certaine manière, bride cette dimension de la créativité. Alors, il ne s'agit pas de faire une exaltation du bricolage pour lui-même, donc, enfin, du cas de cultiver la culture de la pénurie, mais de dire qu'on peut apprendre à mieux imaginer, à prendre soin au fond de l'imagination des acteurs, y compris dans nos manières en fait d'organiser le soin, que simplement voir cette imagination comme étant délirante, débordante et utopique au mauvais sens du mot, au sens péjoratif du mot. D'accord. Et en quoi cette philosophie du soin, elle admet un respect de chaque et de tout malade, quelle que soit sa pathologie et son état? C'est une continuité finalement de la question précédente. C'est-à-dire qu'en fait, donc une philosophie du soin, c'est une philosophie de la relation, qui n'ignore pas que les relations d'ailleurs ne sont pas toujours faciles. Autrement dit, il ne s'agit pas d'assimiler le soin à une approche, je le redis, mielleuse ou doucereuse de ce que c'est que le monde humain. D'ailleurs, par contre, je pense qu'il faudrait d'ailleurs discuter le caractère cynique ou pseudo-réaliste de ceux qui disent qu'une pensée de la relation, ça serait une pensée, comment dire, de la bienveillance, comment dire, non opérationnelle ou non critique, alors qu'en fait, précisément, il y a des enjeux profondément critiques. Et donc, par rapport à cette question, je pense qu'en fait, une philosophie du soin, elle, parce qu'elle accorde, comment dire, enfin, dans son intelligence, en fait, dans l'intelligence des situations qu'elle propose, en fait, de prendre en charge, de prendre en soin, pour dire comme ça, bien, comme elle suppose l'idée que ce qui fait le plus l'élément fondamental en fait d'une réalité sociale, bien la relation, eh bien toute situation devient de ce point de vue-là importante. Hein. Pour le dire autrement, en fait, de manière peut-être moins embrouillée, finalement, qu'est-ce qui est le plus petit atome du social pour le philosophie du soin? Eh bien, ça n'est pas, comment dire, ça n'est pas l'individu comme tel, hein, c'est les relations qui nous individuent, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, à une approche atomiste qui segmente, qui sépare, justement, qui trie, eh bien, si on a une approche beaucoup plus relationnelle, à ce moment-là, effectivement, on est attentif à tout ce qui constitue ces relations, à tous ceux qui peuvent en être des partenaires, et donc dans le cadre du soin, y compris de la rareté d'accès aux biens de soins, découvrir qu'il y a du relationnel de voisinage, de famille, d'autres modes de relations possibles via les outils numériques, même si il ne s'agit pas de les exalter, parce qu'on en a vu aussi tout à fait les limites. Hein, je pense autour de tout ce qui se joue ici autour de la question de la télémédecine ou la téléconsultation en particulier, dont on voit bien
que cette épreuve nous en montre à la fois la pertinence, mais aussi la pertinence extrêmement limitée, en définitive. Donc ça interroge effectivement cette idée enfin, que enfin, la première vertu, si l'on peut dire, du soin, enfin, de ce qu'on appelle le soin, c'est l'attention et l'apostrophe. Hein. C'est l'attention. Et donc c'est l'attention à ce qui se donne dans l'ici et maintenant d'une situation. Et donc l'enjeu, c'est comment, et c'est l'attention à quoi? C'est l'attention précisément à celui-ci ou à celle-là, dans ce qu'elle a de singulier, d'irremplaçable, d'insubstituable. Simplement, effectivement, la routine, le trop peu de temps consacré aux personnes, l'effet de masse, en fait, qui est imposé lorsqu'on a des pandémies, eh bien, abîme cette dimension d'attention, hein, l'écrase. Hein, et donc, tout l'enjeu, c'est comment on soutient les acteurs dans leur capacité, justement, d'attention à ce qui se donne de singulier dans l'histoire, puisqu'il s'agira malgré tout d'une histoire de vie, qui nous est confiée lors d'une prise en charge. Parfait. Est-ce que la philosophie du soin, parce que nous sommes dans la relation, dans la complexité de l'art du tissage des relations qui sont connues, qui sont instituées, qui sont officielles et celles qui le sont moins, en quoi la philosophie du soin permet de ne pas confondre le traçage des personnes avec le soin et le respect de la vie privée de celle-ci? Où commence l'un, où s'arrête l'autre, où commence l'autre, où s'arrête l'un? Oh là là. c'est oui, là aussi c'est une question enfin majeure. Bon, c'est une question de juristes et de politistes aussi, hein. En fait, donc qui est enfin, il faudrait la creuser. Bon, enfin, si on voulait la creuser de manière très très développée, ça nous prendrait beaucoup de temps. Donc je vais quand même essayer d'en dire quelque chose. Je ferai d'abord une première remarque. Comment dire, la culture du traçage, en fait, pense, enfin, ou exalte l'idée qu'on pourrait se passer, en fait, de la mémoire des acteurs en reposant, en fait, sur des outils qui, comment dire, seraient beaucoup plus fiables. Hein, et d'une certaine façon, enfin, je le dis comme ça, pour le dire autrement, une philosophie du soin, en fait, repose sur l'importance, en fait, d'un pacte de confiance, là où le traçage, en fait, repose sur une logique de la fiabilité. Mais la fiabilité, c'est une caricature de la confiance, de cette façon, puisqu'elle se passe, comment dire, de la liberté qui s'engage entre deux sujets, hein, au profit d'un traitement, en fait, d'information. Hein, pour le dire autrement, là encore, la fiabilité, ça relève comment dire, d'une culture de l'information, là où la confiance, ça relève en fait d'une culture justement de la relation et donc d'un jeu entre des libertés. Mais au-delà en fait de cette remarque très très générale, ce qui est enfin ce qui est important, hein, c'est de voir comment comment dire la question du traçage n'est pas traitée de la même façon selon les sociétés, selon leur culture politique et juridique. Hein. Et donc entre le traçage à la chinoise, hein, ou à la nord-coréenne pour prendre des figures excessives mais qui existent d'un côté, et comment dire les difficultés que nous avons par exemple dans le contexte français à penser ce traçage au nom précisément de la liberté enfin, politique et civile. Excusez-moi, il y a du bruit, je ferme ma porte. Donc comment dire oui, donc la question donc ce qui est assez intéressant, c'est que autour du traçage, on a affaire à un dispositif comment dire technique dont on voit très très bien en fait qu'il est porteur déjà d'un certain nombre d'options comment dire enfin de valorisation qui sont dépendantes de ce que le politique veut en faire. Hein. Et donc entre le choix du traçage version Bluetooth ou le traçage version comment dire QR code, enfin bref, toutes les différentes techniques qu'on propose, elles sont autant de variations sur comment le politique donne, comment dire, à une disposition technique, eh bien, ses limitations, sans être
sans forcément être exalté relativement à ce dernier. Enfin, je suis peut-être pas très clair. Ce que je veux dire, en fait, enfin, pour moi, c'est énorme, en fait, cette question. Donc, pour ça, je suis un peu embarrassé ou fouillis dans mes réponses. Euh, en fait, je pense qu'il faut faire un peu de philosophie de la technique ici. Enfin, il faudrait faire la philosophie de la technique en montrant en fait que les dispositifs techniques mis à notre disposition, bon, le suivi informatique, l'utilisation des téléphones portables, ces genres de choses, la reconnaissance faciale dans certaines sociétés ou pays. En fait, un dispositif technique n'est jamais neutre du point de vue non seulement des usages qu'on en fait, mais du point de vue des valeurs qu'il porte. Euh, et de ce point de vue, les analyses, comment dire, de philosophie de la technique sont importantes parce qu'effectivement, quand on exalte la fiabilité hors, comment dire, des références des sujets, donc la fiabilité d'un dispositif technique hors des sujets, de cette façon, eh bien, on fait le choix, justement, comment dire, d'une technique de contrôle contre la question de la liberté des acteurs. Et donc, il y a un vrai enjeu sur, justement, la question de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éthique by design, hein, c'est-à-dire enfin, comment on design les dispositifs de traçage. Hein, quel choix éthique, juridique et politique à l'intérieur de ces dispositifs techniques, et pas simplement du point de vue des usages qu'on en fait. Mais c'est voilà, c'est une réponse un peu approximative, mais simplement pour pluraliser les enjeux que j'y vois. Merci, les enjeux sont bien dits. Cette philosophie de la technique, elle va aussi avec l'idée des innovations, elle va avec les idées de la science, elle va avec les idées des scientifiques, elle va avec l'idée de la probité scientifique au regard de l'épistémologie des sciences et de la validité des sciences et de la probité des scientifiques par rapport aux tiers et par rapport à eux-mêmes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur la probité, l'intégrité. Donc, en quoi la philosophie du soin distingue le traitement de la recherche et invite les professionnels à plus d'intégrité et plus de probité, qu'ils soient cliniciens ou chercheurs. Là aussi, une question énorme. Euh, en fait, je dirais ceci, c'est que dans des contextes en fait comme ceux que nous sommes en train de traverser, euh, qui nous confrontent à l'incertitude, euh, on aimerait en fait des certitudes rapides qui nous empêchent en fait à la fois de penser et qui nous empêchent aussi d'avoir à prendre le risque de ce que décider veut dire. Euh, et donc de ce point de vue-là, effectivement, le rapport en fait entre comment dire l'activité scientifique d'un côté et celle comment dire de l'activité de décision politique de l'autre est une question énorme. C'est elle rejoue à sa façon là dans un autre style la question des relations du savant et du politique, hein, pour parler en fait comme Weber, mais dans sa version contemporaine qui serait donc la relation en fait de l'expert, hein, ou de l'expertise et du politique. Et, euh, et je dirais en fait, ce qui est assez frappant, c'est que nous sommes, enfin, qu'est-ce que c'est, enfin, l'expertise, enfin, enfin, le rôle des experts que je distinguerais en fait de l'idéologie de l'expertise, eh bien, qu'est-ce qu'elle nous dit au fond? L'idéologie de l'expertise, c'est la volonté à tout prix que les experts nous donnent de la certitude pour ne pas avoir, comment dire, à nous tromper dans les décisions que nous prenons. Hein, c'est tout le rapport très problématique, hein, qu'on voit aujourd'hui entre justement, comment dire, un comité scientifique qui essaye tant bien que mal d'éclairer le politique et dont le politique, enfin dont la question se pose de savoir si le politique ne devrait faire que suivre les orientations en fait de ce conseil des scientifiques. Bref, est-ce que décider en politique, c'est déduire ces décisions des raisonnements des scientifiques, ou est-ce qu'au contraire, c'est en tenir compte, mais en arbitrant, donc c'est la question du jugement politique qui est en jeu. Donc il y a ça, donc on dit, si on distingue l'idéologie d'expertise de l'expert, enfin, l'expert, il sait que pour une part, il ne sait pas. Hein. Donc la grande difficulté, c'est que les usages sociaux
de la science ou de l'usage social des savoirs transforme des hypothèses en savoir, transforme de l'hypothétique en pseudo-certitude parfois. Hein. Et donc, là où au cœur de la recherche, l'incertitude est le signe, comment dire, d'une posture rationnelle conquise, autrement dit, euh, comment dire, rendre plus forte son incertitude en science, c'est le signe d'une disposition rationnelle ouverte à la confrontation, à la polémique, à la critique, au débat. Bien, autant dans le champ en fait pratique, l'incertitude nous est devenue insupportable parce qu'on en voit les effets très rapidement en fait dans le champ, comment dire, dans le champ de nos vies. Pourtant, donc, autrement dit, de façon, les hésitations en fait des scientifiques, comment dire, puisqu'il n'y a pas encore de vaccin, puisqu'on cherche à comprendre ce qui se passe, ben, ces hésitations, en fait, nous ne devrions pas les voir, en fait, même si, bien sûr, il y a des enjeux vitaux, et j'en parle à mon aise parce que je ne suis pas confronté, comment dire, à l'impuissance d'apporter un vaccin à ceux qui aujourd'hui en auraient urgemment besoin, enfin, même si je suis concerné, hein. C'est que effectivement nous devrions enfin retenir en fait de l'incertitude auquel les scientifiques sont confrontés, eh bien une leçon de modestie pour notre manière de faire monde qui croit qu'elle peut se passer de l'incertitude. C'est qu'au fond nous avons construit une manière de faire monde construite sur la logique de la maîtrise totale de la zéro du zéro risque, ou en tous les cas du zéro événement indésirable. Et ce qui nous revient, comment dire, de manière extrêmement brutale, et en plus dans les temps qui sont les nôtres, via le Covid, via les attentats terroristes, via en fait la crise écologique, enfin bref, ça fait beaucoup d'un seul coup. Hein. C'est effectivement que le modèle de la toute maîtrise est un modèle en fait qui est une illusion, au fond. C'est une l'hubris du total contrôle, mais qui est en fait une ignorance, au fond, du caractère profondément incertain, mais pas pour autant inintéressant, au fond, de ce qui fait nos vies. Alors ça, c'est une remarque très générale. Hein. Il y en aurait une seconde sur les enjeux, en fait, ensuite, en termes de probité. C'est-à-dire qu'en fait, quel intérêt on a, hein, ou pas, à dire, comment dire, qu'on est certain, hein, et quel usage on fait ensuite de son autorité médiatique ou intellectuelle pour imposer une posture de certitude avec tous les usages de stratégies multiples. Enfin, on voit très bien et malheureusement en fait les effets de ce point de vue. Très bien. Pour partir des incertitudes au regard du temps qu'il nous reste toujours à vivre et de l'existence qu'il nous faut habiter, on rentre de nouveau en confinement. Alors en quoi la philosophie du soin invite à un engagement fraternel en période d'isolement et de confinement? Oui, on l'a expérimenté dans lors de la première vague. Je reprends ce terme, ce paradoxe en fait que pour être proche de l'autre, il faut être loin. Mmh. Donc cette idée que c'est la distance qui permettrait la proximité, ce paradoxe, il est intéressant. Bah, d'abord parce qu'il nous dit quelque chose du fait que l'attention à l'autre, comment dire, on a souvent enfin, on la pense souvent dans des métaphores spatiales. Hein. Au fond, quand on dit de l'autre, en fait, que c'est un prochain, hein, au fond, on essaye de penser la relation à autrui via des métaphores, en fait, qui sont celles de l'espace. Et donc, lorsque effectivement c'est l'espace qui est attaqué, c'est la question d'une autre proximité qu'il s'agit en fait ici d'inventer. Je pense en fait que, enfin, comment une philosophie du soin pourrait être utile dans ce cadre-là? Il y a plusieurs peut-être façons d'y répondre. La première peut-être, c'est d'abord de porter attention au langage qui nous sert à parler de nos situations. Je prends simplement deux exemples. Le premier exemple, c'est on dit voilà, une des conditions de prendre soin de l'autre dans un contexte de pandémie, ce sont en fait c'est ce qu'on a appelé à un moment donné les distances, hein, les gestes barrières, hein, donc les distances sociales. Et en fait, combien c'est important de rappeler qu'il ne s'agit pas de distance sociale, hein,
mais qu'il s'agit de distance spatiale, hein. Et donc, prendre soin des mots, hein, de rappeler qu'effectivement, ce dont il est question, effectivement, c'est une distance qui a une vertu thérapeutique, en tout cas de prophylactique, entre guillemets, mais qu'il s'agit surtout pas de se mettre à distance socialement, hein. Donc ça, c'est un premier point. Bon, il y aurait un autre, d'ailleurs, du point de vue du vocabulaire, c'est aussi d'interroger en fait les mots qu'on utilise quand on dit Covid-19, hein. Pourquoi l'OMS a choisi depuis 2008 de parler des virus en ne les désignant plus autrement que par leur structure moléculaire ou chimique et non plus par leur origine territoriale, hein. Cette façon de parler empêche les discriminations les stigmatisations, on peut comprendre, mais aussi empêche un type d'intelligence. C'est-à-dire qu'en fait, quel rapport à l'environnement dans tel contexte donné est aussi à l'origine de l'apparition de tel virus. Bref, donc il y a des enjeux de questions de langage qui imposent une plus grande attention aux situations par une finesse dans les manières de dire, enfin ce que Camus aurait appelé une radicalité de la nuance, de cette façon, et je pense que nous avons besoin d'une radicalité de la nuance, et en l'occurrence, par exemple, que les cliniciens, dans la fragilité de leur travail, ne soient pas écrasés par le caractère massif du discours des épidémiologues ou des virologues, mais il y a d'autres effectivement enjeux, c'est finalement comment une philosophie du soin met au jour l'importance de tous ces liens faibles qui nous font tenir ensemble, qui reparaissent au grand jour. On l'avait vu lors de la première vague et qui reviennent. Enfin, on voit très très bien qu'au fond, ce sont les gestes de soins qui nous font tenir les uns avec les autres et les uns, j'espère, pour les autres. Et donc là, l'enjeu, c'est effectivement de ne pas voir trop vite une certaine conception de l'économie, écraser ces liens faibles, alors qu'en fait, ils sont au service d'une autre économie, d'une économie des relations, et pas simplement celle en fait d'une économie financière. Mais voilà, c'est c'est pas qu'une pirouette, hein, je crois. Il y a des enjeux en fait qui sont derrière ceci, en fait, qui sont considérables. Alors pour revenir sur les mots, parce que les mots sont importants, nos amis québécois ont tranché, l'Académie française se pose encore la question. En quoi la philosophie du soin, elle ne doit pas confondre finalement le Covid-19, le virus, d'avec la Covid-19, la maladie. La grande maladie avec un grand M et les petites maladies individuelles et individualisées au regard de leurs effets. Oui, ben c'est en fait ces variations. Est-ce qu'il faut dire au masculin, est-ce qu'il faut dire au féminin, par exemple, en fait, effectivement, il y a la question de comment on parle de l'expérience en fait de l'humain malade, hein, et donc on l'évoquait il y a quelques instants autour en fait du nom qu'on donne à un virus ou à une maladie. En fait, il y a des enjeux de diplomatie sémantique, de diplomatie tout court, hein. On l'a très bien vu dans les attaques des Américains à l'égard des Chinois et réciproquement, hein. Mais aussi de diplomatie épistémologique. Et effectivement, la tension entre le Covid, qui met l'accent plutôt sur le virus, hein, et la Covid, qui met l'accent plutôt sur la maladie, elle revisite finalement des conflits d'épistémologie dans l'interprétation en fait de ce qui fait l'humain malade. Et en l'occurrence, dans Covid, hein, il y a le D de Covid, il renvoie à l'anglais disease, hein, donc autrement dit, qui est une conception très particulière de la maladie, puisque qu'au fond, c'est la maladie dans ce qu'elle a de plus objectivable, de la maladie sans le malade, si on pourrait-on presque dire. Alors qu'effectivement, ce qui est en jeu, c'est de rappeler que la maladie, certes, elle est en nous sans être par nous, quand il s'agit d'un virus qui nous est étranger, mais que la maladie, elle engage aussi une perspective à la fois sociale et existentielle. Et donc, tout l'enjeu en fait de la prise en compte de la pandémie, on l'a vu lors de la première j'essaie de trouver une autre vague, un autre mot Le premier moment. que celui de, voilà, le premier moment, voilà.
c'est qu'effectivement, on a essentiellement appréhendé cette expérience en fait comme celle de la maladie disease, en délaissant de côté, en délaissant, en écrasant tous les enjeux finalement sociaux et existentiels en fait qui font que la maladie est humaine, trop humaine sans doute, mais humaine quand même, hein. Alors pour rester dans l'humanité et la fragilité, la philosophie du soin, elle aide à aider chaque et toute personne, et notamment les personnes vulnérables, les personnes précaires, et puis aussi les personnes ayant un handicap. Qu'est-ce qu'elle peut, cette philosophie du soin, par rapport à ces publics et à ces personnes surtout, au regard de leurs souffrances et de leurs difficultés? Enfin, quand on parlait d'attention tout à l'heure, hein, on disait que le premier moment, au fond, la première vertu en fait des philosophies du soin, c'est celle de l'attention. Et donc, c'est l'attention à porter à une demande d'aide ou à un appel à l'aide. Et donc, comment dire, cette attention, elle est toujours singularisée, elle est contextualisée, et bref, elle a affaire à chaque fois à des histoires, je le disais, insubstituables. D'où la diversité terrible quand on y pense, en fait, des publics qui viennent d'être évoqués dans la question. Et donc, probablement, en fait, ce que peut faire une philosophie du soin il faut être aussi modeste, hein, d'une certaine façon. Ce que fait une philosophie du soin, c'est mettre des mots et comment dire et tenter en fait de fédérer en fait des expériences, des pratiques qui n'ont pas attendu les philosophes pour se faire, hein. Donc il s'agit donc enfin, je redis d'être modeste, mais probablement en fait que ce qu'elle peut aider à faire, c'est à nous aider à prendre la mesure de comment l'attention portée à l'autre est quelque chose à la fois de décisif et d'éminemment fragile. Sur les cartons en fait des colis que transporte Amazon, c'est écrit fragile attention, hein, ou attention fragile plutôt. Attention fragile, hein, mais c'est un problème de logistique. Bien, une philosophie du soin, c'est une philosophie d'une fragile attention, je dirais, hein, mais dont la portée est, enfin, politique et enfin éthique et politique est majeure. Et donc il s'agit de la faire exister dans l'espace social, hein, et dans l'espace politique. Et c'est au fond ce qui se fait, hein, de cette manière. Il y a une dimension de lanceur d'alerte en fait qui s'engage là aussi d'une certaine façon. En plus de comment dire des prises en charge effectives, parce qu'il n'y a pas le soin n'est pas sans l'effectivité d'une réponse, sinon c'est du baratin, D'accord. voilà, du bavardage. Et alors cette philosophie du soin, ou une philosophie du soin, ce qui veut dire qu'il y en a plusieurs, en quoi elle admet un respect de toute fin de vie et de la vie qui prend fin? Comment la penser aujourd'hui, dans une période de Covid, avant que de vous poser la dernière question, évidemment, sur les suites de la fin de vie, mais qui sont aussi du soin. Le corps mort est encore a encore un respect lié à la personne et à sa personnalité. Vous voyez, ce qui est en fait ce qui s'engage là, enfin là aussi, comment dire, c'est la question d'une culture de l'attention Mm. au sein d'une société qui se construit, enfin qui s'est construit et qui se construit encore de plus en plus dans une confusion entre l'attention et ce qu'on pourrait appeler une sorte de concentration intellectuelle, hein. On confond souvent, comment dire, être attentif, hein, et être attentionné, hein. Alors, il faut les deux. Il s'agit pas de les opposer, mais de les articuler. Et en l'occurrence, en fin de vie, comment dire, ce qui est en jeu, c'est de comment une culture de l'attention vient s'opposer, comment dire, au fait que de manière massive, avec une pandémie, comment dire, le caractère singulier d'une situation paraît s'effacer au profit du très grand nombre, des morts possibles, et de la mort avec un grand M, avec ces imaginaires généralisants en fait qui vont avec. Et donc rappeler en fait qu'il y a un vivant sous ceux qu'on croit être des mourants, cultiver l'attention finalement à la singularité en fait de celui ou celle-là qui est en train de finir sa vie, c'est résister
à la tentation de la généralisation qu'impose la dimension massive, comment dire, des situations à prendre en charge quand il s'agit d'une pandémie. Donc cultiver le soin justement de l'attention euh, euh, dans des contextes qui sont pourtant marqués par le fait d'être pressé, rapide, efficace, ayant peu de moyens, etc. Et en période d'épidémie, la question du respect des rites autour de la mort, autour du corps mort et des rites funéraires sont aujourd'hui profondément dans un système que l'on peut dire dérogatoire aux pratiques communes et aux pratiques les plus humaines. La figure d'Antigone et la figure de l'éthique a trait aussi aux rites et aux rites funéraires. Euh, c'est quoi la philosophie? Est-ce que le soin va jusqu'au corps mort? Est-ce que le soin va jusqu'au funéraire? Est-ce que le soin va jusqu'au rite du trépas? Mhm. Oui, c'est effectivement une question importante parce que enfin, ça pose la question du statut de ce que c'est qu'un corps mort. Hein, enfin, le corps mort, si ça n'est plus quelqu'un, est-ce déjà quelque chose? Hein. Et c'est finalement cet entre-deux-là, hein, donc d'un corps mort ou d'un cadavre en fait qui n'est pas encore un déchet, hein, mais qui n'est plus tout à fait en fait un sujet, comment dire, qui est ici engagé, hein, mais qui pourtant notre droit lui reconnaît une dignité. Hein. C'est d'ailleurs, je le remarque en passant, qu'il est plus facile pour notre droit de reconnaître la dignité d'un cadavre que la dignité de ce que c'est que en fin de vie. Hein. Quand on voit les conflits qu'il y a entre qu'est-ce que ça signifie finir sa vie dans la dignité, il y a un flou en fait autour de cette catégorie. Mais donc effectivement, donc ce qui est en jeu, c'est qu'effectivement autour du rite et de ce qu'il se symbolise là, c'est comment effectivement le cadavre n'est pas, j'ose le mot encore une fois, mais je le mets entre guillemets, un déchet comme les autres. Et la tentation justement d'une approche purement hygiéniste, c'est de le ramener dans déchets. Il y a la question de la chute, hein, et la question de la déchéance. Hein. Une approche hygiéniste, c'est de ramener le corps à sa pure dimension, comment dire, de physiologique, de contagion, de contagiosité, au risque effectivement de perdre de vue que dans la question du geste de sépulture, eh bien, se dit ultimement encore une façon de relation à l'égard de l'autre, et que ce geste de sépulture est un geste de soin parce qu'il maintient, comment dire, ce qui demeure de l'autre comme sujet déjà dans la mémoire, mais encore dans la présence et l'effectivité d'un geste, ben celui ou celle-là en fait qui vient de mourir. Et donc un des enjeux effectivement de la ritualité funéraire, avec la symbolisation en fait qui va avec, parce qu'il y a c'est une question subtile, cette question d'articulation entre le rite et le symbole, hein, donc qui est aussi en soi un champ énorme, et pour dire que évidemment, mais au fond le rite funéraire est ce qu'il symbolise en tout cas comme geste anthropologique, autrement dit comme manière de poser le fait que bien là, dans ce cadavre-là, se joue encore une figure de l'humain en fait qu'on ne veut pas rattraper uniquement par les seules forces de la nature. On dit donc dans le geste funéraire, c'est la culture qui répond encore à la nature, qui répond présent à la nature en disant nous signifions là encore que de l'humain se tient. Eh bien cette ritualité-là, avec cette forte portée anthropologique, elle entre en débat avec une autre ritualité qui impose une autre conception de l'humain lorsqu'elle réduit l'humain effectivement à de la vie nue, à de la zoologie, qui fait qu'effectivement ben, le corps mort, ça n'est plus comment dire, qu'une réalité encombrante, contagieuse, et dont il faut se débarrasser très très vite. Et donc on a vu très bien comment effectivement, lors du premier moment de déploiement de la pandémie, on a eu cette tentation-là, en fait, de, de réduire la question en fait de la sépulture à une question d'hygiène. Alors qu'en fait, ce qui est en jeu, c'est une symbolisation de ce qu'être humain veut dire, qui s'y engage.
Alors avant de vous remercier et de vous laisser conclure selon le mot qu'il vous plaira, Hippocrate disait il faut transporter la philosophie dans la médecine et la médecine dans la philosophie. Est-ce que c'est pas une des clés de la philosophie du soin que de pouvoir penser la médecine et penser les pratiques et de pouvoir de ce fait être dans un monde un peu plus humain qu'il ne l'est aujourd'hui et notamment dans les contextes qui sont les nôtres. Là encore, il faut être modeste et donc ne pas faire des philosophes, des donneurs de leçons. Mais un philosophe comme Georges Canguilhem, lorsqu'il écrit sa thèse, comment dire, de philosophie de la médecine, dit qu'il veut faire la médecine parce que il veut, comment dire, rencontrer des problèmes humains concrets. Mm. Hein. Il disait hein, pour lui, il n'y a pas pour la philosophie de matière étrangère, hein, mais qu'au contraire, toute matière étrangère est une bonne matière à penser. Hein. Et donc effectivement, ce qu'offre dans ce qu'elle a de très beau et en même temps de tragique, en fait, la médecine, ce sont des problèmes humains concrets. Et qui sont pour les philosophes, comment dire, une manière effectivement d'aller voir ce qui de l'humain s'y joue et s'y engage. Et donc, si les philosophes peuvent, avec d'autres, comment dire, rappeler effectivement que ben, la médecine, comment dire, engage effectivement une certaine façon de concevoir l'humain dans ses rapports à lui-même, aux autres, à tous les autres et à la nature au sens très très large. Eh bien effectivement, ça vaut le coup de promouvoir dans ce qu'on appelle aujourd'hui donc des humanités médicales. Hein. Non pas que la médecine serait inhumaine sans les philosophes, hein, mais simplement que la médecine, comment dire, engage profondément en fait une certaine conception en fait de l'humain, qu'elle est porteuse d'une philosophie implicite et que peut-être les philosophes peuvent contribuer à expliciter cette philosophie au service effectivement d'une conception à la fois juste et fraternelle du soin. Jean-Philippe Chéron, merci.